Bonjour et bienvenue dans cette première séquence du module sur les outils économiques du développement durable. Nous abordons ici trois éléments: le financement du développement durable, l'économie verte et enfin l'économie circulaire. Le financement du développement durable. Financer le développement durable est indispensable à sa mise en œuvre. Les outils économiques se basent sur les mécanismes du marché pour être efficaces en matière de développement durable. Pour les économistes, ce sont des mécanismes d'internalisation des externalités. Ces outils peuvent donc être incitatifs ou contraignants afin d'encadrer les comportements des acteurs. Les ressources financières à mobiliser peuvent ainsi être d'ordre public, privé ou mixte. Le financement public, qui est important, provient d'organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement et des budgets des États. Au-delà des budgets des organisations internationales, les États doivent, dans leur planification budgétaire, tenir compte du financement des actions concrètes pour l'atteinte des objectifs du développement durable. Mais il est souvent plus facile à dire qu'à faire. Sans tarder, je propose que nous regardions quelques exemples. On peut citer le Fonds pour l'environnement mondial, FEM ou GEF en anglais. C'est un mécanisme international de financement des actions relatives à la conservation de l'environnement. Il est doté de 4,43 milliards de dollars pour sa phase 2014-2018. Le FEM apporte ainsi son soutien à des projets dans les pays en développement, dans des domaines de la biodiversité, du changement climatique, des eaux internationales, de la dégradation des sols, de la couche d'ozone et des polluants organiques persistants. Il y a aussi le Fonds français pour l'environnement mondial, le FEFEM. Il a été créé en 1994 à la suite du sommet de Rio. Son mandat est de cofinancer des projets à forte composante environnementale dans les pays en développement. À la fin de 2014, le FEFEM a cofinancé 275 projets à hauteur de 317 millions d'euros dont 68% sont situés en Afrique et en Méditerranée. Un autre exemple concerne la fiscalité environnementale dont on en parle ici et là. En effet, si nous prenons l'exemple du Bénin, dans sa politique nationale de gestion des déchets urbains, il a instauré la taxe d'enlèvement des ordures appelée TO. Cette taxe varie entre 500 et 8 000 francs CFA pour les occupants d'immeubles à des fins d'habitation et entre 2 000 et 50 000 francs CFA pour les occupants d'immeubles à des fins d'activités commerciales, industrielles et professionnelles. L'État peut donc jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources financières à travers une fiscalité environnementale adéquate. Le financement privé. Ce financement est plus difficile à mobiliser selon les cas. Dans les pays, les gouvernements doivent donc inciter les banques privées et les assurances à contribuer au développement durable par l'octroi de crédits sur des projets innovants. L'accès au crédit par les ménages et les entreprises est en soi un problème en Afrique avec des taux élevés. Or, les banques ont une responsabilité dans le financement du développement durable. Elles peuvent jouer un rôle en amont des projets d'investissement de leurs clients, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Les investissements dans l'éco-innovation sont souvent coûteux et en général, les banques préfèrent financer des projets dont la rentabilité est réalisable dans le court terme. Il reste donc beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Le financement mixte. C'est un outil, s'il est bien conçu, peut permettre au gouvernement d'utiliser des fonds publics pour lever des capitaux privés. Il existe aussi un avantage à ce mode de financement: partager les risques
et les rendements. L'État peut donc jouer son rôle régalien sur le plan social, environnemental et économique au nom de l'intérêt général. Bien entendu, nous n'avons pas fait une liste exhaustive de tous les mécanismes de financement. D'autres comme les programmes RED et RED+, ou par exemple les échanges dette-nature, sont aussi des mécanismes à utiliser pour lever des fonds. Le second point de cette séquence est l'économie verte. Elle suscite un engouement indéniable partout en Afrique et dans le monde, pays en développement comme pays développés. L'économie verte, à la conférence de Rio+20, a été reconnue comme un outil du développement durable. Quelle définition peut-on donner alors à ce concept? Pour le PNUE, c'est une économie qui améliore le bien-être humain et l'équité sociale tout en réduisant de façon significative les risques environnementaux et les pénuries écologiques. Sous sa forme la plus simple, l'économie verte se caractérise par un faible taux d'émission de carbone, l'utilisation rationnelle des ressources et l'inclusion sociale. Quant à l'OCDE, elle parle plus de croissance verte. Mais quelle définition choisir? Il faut noter que chaque définition provient du mandat des organisations qui les créent. Le PNUE va mettre l'accent sur l'environnement et l'inclusion sociale pour les pays en développement, tandis que l'OCDE va mettre l'accent sur la technologie et la croissance économique pour les pays développés et non sur l'inclusion. Moralité, les concepts doivent donc être personnalisés, adaptés au contexte local pour être pertinents dans l'élaboration des politiques de développement durable. Chaque pays ou institution peut donc formuler sa définition en tenant compte de deux enjeux majeurs, les enjeux environnementaux et les enjeux socio-économiques qui caractérisent l'économie verte. Comment mettre en œuvre l'économie verte? Il s'agit d'un processus. Dans le guide de l'OIF, pour l'intégration des stratégies de l'économie verte, dans les différentes politiques, 5 principales étapes sont proposées. Le choix des secteurs, l'identification des options d'intervention, l'évaluation des options d'intervention, l'élaboration d'une stratégie et d'un plan d'action, la mise en œuvre de la stratégie, suivi et évaluation des progrès. Ces 5 étapes contribuent à une analyse transversale de l'élaboration et de l'évaluation des politiques et des investissements de l'économie verte. Vous pouvez télécharger ce guide pour une lecture approfondie. En Afrique, il y a plusieurs secteurs clés où les opportunités sont réelles pour une transition vers une économie verte. Des stratégies existent ou sont en cours d'élaboration. Les principaux secteurs sont par exemple la forêt, l'agriculture, l'eau, la pêche, l'élevage, l'énergie, les mines, la sylviculture, les déchets, etc. Les États doivent davantage donc investir pour la préservation du capital naturel. La francophonie a de son côté mis en place le programme Économie verte en Afrique, programme EVA, pour renforcer les capacités des pays francophones d'Afrique dans leur processus de planification nationale de développement durable. Un autre terme qui est de plus en plus utilisé est l'économie circulaire. Je laisse le professeur Taché de l'Université de Limoges et professeur associé à l'Université Senghor vous parler de ce concept. Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler de l'économie circulaire à partir de 3 points. Tout d'abord, l'économie circulaire qui est née des limites de l'économie linéaire. Ensuite, on verra comment définir l'économie circulaire. Et enfin, on examinera comment elle fonctionne. Premier point, les limites de l'économie linéaire. Depuis la révolution industrielle, le modèle de production et de consommation repose sur des ressources naturelles abondantes et sur un schéma d'utilisation linéaire. On extrait des matières premières, on produit des biens et services, on consomme ces biens et services et on se débarrasse des déchets. Le problème, c'est qu'aujourd'hui,
nos prélèvements sur les ressources naturelles dépassent largement la biocapacité de la Terre, c'est-à-dire sa capacité à régénérer les ressources renouvelables, à fournir des ressources non renouvelables et à absorber les déchets. On commence à percevoir l'épuisement des ressources naturelles. Au niveau mondial, d'ailleurs, les ressources d'or devraient être épuisées dans 20 ans, celles de cuivre dans 40 ans et celles de fer dans 80 ans. Le mode de développement linéaire n'est donc aujourd'hui plus viable. On doit changer le paradigme de notre système économique. Il devient nécessaire d'engager une transition vers une économie qui repose sur une utilisation en boucle des ressources, vers une économie circulaire. Deuxième point, comment définir l'économie circulaire? Je cite l'ADEME. L'économie circulaire vise à changer de paradigme par rapport à l'économie dite linéaire en limitant le gaspillage des ressources et l'impact environnemental et en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. Elle s'appuie sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les entreprises dans leur mode de production, les ménages dans leur mode de consommation ou les pouvoirs publics dans leur mode de gestion des politiques économiques. L'économie circulaire repose sur 3 domaines d'action et sur 7 piliers. 3 domaines d'action concernent l'offre des acteurs économiques, la demande et le comportement des consommateurs, la gestion des déchets. Chacun de ces domaines comprend un ou plusieurs piliers. Pour ce qui est de l'offre des acteurs économiques, on a 4 piliers. Premier pilier, l'approvisionnement durable, qui concerne le mode d'exploitation, extraction des ressources, en limitant les rebuts d'exploitation et l'impact sur l'environnement. Deuxième pilier, l'éco-conception, qui vise à prendre en compte l'ensemble du cycle de vie en minimisant les impacts environnementaux. Troisième pilier, l'écologie industrielle et territoriale, qui constitue un mode d'organisation inter-entreprise par des échanges de flux ou une mutualisation des besoins. Quatrième pilier, l'économie de la fonctionnalité, qui privilégie l'usage à la possession et tend à vendre des services liés aux produits plutôt que les produits eux-mêmes. Pour ce qui est de la demande et du comportement des consommateurs, on trouve 2 piliers. Premier pilier, la consommation responsable, qui doit conduire l'acheteur à effectuer son choix en prenant en compte les impacts environnementaux à toutes les étapes du cycle de vie du produit. Deuxième pilier, l'allongement de la durée d'usage par le consommateur, qui doit le conduire à la réparation, à la revente, ou au don et au réemploi. Quant à la gestion des déchets, elle repose sur le recyclage qui vise à utiliser les matières premières issues des déchets. Ainsi, l'économie circulaire s'inscrit dans une démarche de développement durable. Elle a pour objectif de passer d'un modèle de réduction d'impacts environnementaux à un modèle de création de valeurs positives sur un plan social, économique et environnemental. Merci de votre attention. Merci à Thierry pour sa contribution sur ce sujet. La séquence 1 est maintenant terminée. Nous allons donc pouvoir passer à la séquence 2 sur les outils techniques. Je vous remercie.